Alors voilà un plateau fourni hein, pour parler de l'agriculture biologique, ce qui est plutôt bon signe. On a autour de la table un certain nombre d'acteurs qui vont venir nous parler de la mise en place du nouvel observatoire régional de l'agriculture biologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors on va essayer de comprendre à quoi sert un observatoire, si ce n'est à observer. Pour en parler, je vais faire le tour de table. Donc on a Florent Gull, qui est directeur de l'agence Bio, donc qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous. Olivier Nalès, qui est bien connu dans la région, président de la commission agriculture biologique de la Chambre régionale d'agriculture, mais qui est également président du comité national de l'agriculture biologique de l'INAO. Donc il fait remonter l'information jusque tout là-haut. Christophe Bovino, qui est directeur de Bio de Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous transmettent régulièrement, nous, les journalistes, des chiffres très intéressants sur l'agriculture biologique. Patrice Delorens, qui est directeur de la DRAF, qui était avec nous hier et qui est de nouveau avec nous aujourd'hui. Et je finis, c'est pas très galant, avec Audrey Lesturgeon. Mais bon, c'est notre rôle de femme dans ce monde agricole tellement... Ah, on peut le dire. C'est Olivier qui l'a dit. Donc Audrey Lesturgeon, conseillère technique pour le CRIT et la FRIA. Voilà. Alors, mise en place d'un nouvel observatoire régional de l'agriculture biologique. On savait qu'il y en avait un auparavant, donc là on en a un nouveau. Florent, vous avez un micro, vous êtes armé? Parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce nouvel observatoire? Alors peut-être quelques mots déjà, ce qu'est l'agence bio, dont je suis directeur, bio, si vous voulez bien, mais parce que ça va faire lien très fort évidemment. Donc on est la structure nationale d'accompagnement de l'agriculture biologique en France, donc de développement et d'explication finalement. On a 3 grandes missions au niveau national. L'explication, je dirais, à tous les consommateurs et futurs consommateurs de produits bio de ce qu'est la réalité de l'agriculture biologique aujourd'hui, l'aide au développement de projets et enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les statistiques, les données. Puisque comme vous disiez tout à l'heure, observer pour observer n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est d'observer pour justement développer l'agriculture biologique de demain, puisqu'on sait que tout un chacun aujourd'hui a de plus en plus envie de consommer des produits bio français et surtout des produits bio de sa région. Donc il faut qu'on aide à ce développement et à cette connaissance. Très bien. Donc, ce nouvel observatoire a bénéficié en fait d'un élargissement de ses partenaires. Donc, aujourd'hui, on a tous ces acteurs autour de la table. Monsieur Delorens, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots donc comment ce contrat multipartenarial s'est mis en place? Très bien. Merci. C'est non seulement il s'est très bien mis en place, mais en plus il a un caractère exemplaire. Parce que les partenaires qui... Alors, si on a un souci de micro, vous pouvez en prendre un autre. Pardon, Gilles oui. est là, il fronce les sourcils, mais non, ça va. Les partenaires qui sont partie prenante de cet observatoire sont la DRAF pour ce qui est de l'animation et du support, l'agriculture biologique, la Chambre d'agriculture et la FRIA. Donc il y a déjà une chose qu'il faut souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, on parle d'agriculture biologique dans le réseau des chambres d'agriculture de la région d'une manière tout à fait normale et on va jusqu'à même être à la base d'un partenariat qui va permettre de mieux connaître l'agriculture biologique dans la région. Donc en ça, c'est exemplaire, c'est la preuve que désormais l'agriculture biologique dans la région s'est rentrée totalement dans les mœurs et c'est plus une activité qui était perçue encore par certains il y a quelque temps comme une activité marginale. Le deuxième caractère exemplaire de ce partenariat, c'est le fait qu'il ne soit pas uniquement le fait de producteurs. Il y a aussi les transformateurs et on est véritablement dans une démarche de filière comme on a pu l'identifier dans les états généraux de l'alimentation comme étant les démarches qui ont le plus de chances d'aboutir. C'est-à-dire ça part d'un constat assez simple, il ne sert à pas grand-chose d'avoir une information, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la transformation, si on ne la partage pas au niveau de la filière pour pouvoir en tirer tous les enseignements. Donc nous sommes très heureux de ce partenariat, nous sommes très heureux que
tous les acteurs de la filière puissent se réunir pour travailler sur l'agriculture biologique, son intensité, ses capacités de progression et nous donner ainsi des outils de connaissance pour adapter nos politiques à sa situation. Un dernier mot, et je pense que mes collègues autour de la table en parleront, PACA, c'est quand même la première région bio de France en pourcentage En surface utile agricole. En pourcentage des surfaces. En pourcentage des voilà, surfaces. le quart des surfaces agricoles aujourd'hui est occupé par du bio. C'est plus une activité minoritaire. Le quart des surfaces, c'est quand même important, et sans compter les alpages en plus. C'est aussi, et c'est la deuxième, moi ce qui me frappe dans cet observatoire, dans les chiffres qui sortent aujourd'hui, c'est que c'est une activité qui a une progression à 2 chiffres. Hein, ce que je disais tout à l'heure, des activités agricoles pour lesquelles on peut enregistrer une progression à 2 chiffres d'une année sur l'autre, depuis des lustres, j'en connais aucune. Hein. C'est vraiment un phénomène qu'il faut à tout prix étudier, qu'il faut à tout prix accompagner. Monsieur Gull, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un panorama national, vous, de cette tendance, ce qu'on vit, nous, en PACA, parce qu'on est extraordinaire ici dans notre région, forcément, on réalise, on bat tous les scores en matière d'agriculture biologique, ou presque. Comment ça se passe au niveau national? On est sur les mêmes tendances? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la situation de Provence-Alpes-Côte d'Azur est effectivement, comme d'autres régions du sud de la France, évidemment Occitanie, avec le regroupement de 2 régions qui étaient déjà très bio, mais aussi Nouvelle-Aquitaine, des régions qui sont très en avance, qui ont été très loin en agriculture biologique et qui continuent à se développer. La progression à 2 chiffres dont parlait Patrice Laurence est très vraie. Ce qui est intéressant, et ça c'est récent, ça fait moins de 3 ans, c'est que les régions, on va dire très en retard, j'ai des origines du nord-est dont mon nom peut en témoigner, on se rattrape, et ça c'est intéressant aussi parce que c'est des régions, par exemple en dernier, en 2017, la progression du nombre d'agriculteurs qui sont passés en bio sur la région Hauts-de-France, c'est une progression de 23%. Alors certes, ils partent de beaucoup plus bas, donc le chiffre en soi de progression en nombre d'agriculteurs n'est pas si fort que ça, mais c'est vraiment pas anodin. Donc en clair, on a 2 types de régions, celles qui avaient un comportement, j'ai envie de dire, presque historique depuis plusieurs années, voire plus de 10 ans en bio comme ici, et puis des régions qui étaient très loin. Et dans les 2 cas, ça se développe, ce qui est très nouveau, y compris au niveau de la consommation, parce qu'en fait, quand on regardait par exemple la courbe d'implantation des magasins bio en France et la courbe de production, elle se chevauchait pratiquement complètement. C'est-à-dire que les régions où il y a beaucoup de production bio étaient les régions où on consommait beaucoup de produits bio. Ça, c'est en train de changer. Il y a des régions qui n'avaient vraiment pas cette culture de la consommation de produits bio qui commencent à le faire, ce qui veut dire que ça aide à développer près de chez eux, mon exemple des Hauts-de-France, du Grand Est, mais ça veut dire aussi que les producteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent trouver des débouchés, évidemment aussi sur d'autres régions françaises qui sont, et par construction, friandes des produits de la région ici, quelles que soient les filières. D'ailleurs, on voit même le riz, le petit épeautre, qui sont aujourd'hui beaucoup développés en bio et qui trouvent évidemment des acheteurs à travers toute la France, pas uniquement dans la région. Oui. Mais est-ce que c'est lié, Christophe, peut-être à la typicité de nos exploitations, de notre territoire? On est peut-être aussi sur un territoire qui est plus propice au développement de l'agriculture biologique? Oui, alors c'est sûr, c'est multifacteur, hein, bien évidemment. Il n'y a pas un facteur qui explique qu'on ait beaucoup de bio, plus de bio en région que dans d'autres régions. Mais effectivement, il y a un contexte climatique qui est plus favorable que dans certaines autres régions, ça c'est indéniable. Il y a aussi certainement effectivement le type d'exploitation qu'on a ici en région PACA, où on est d'une part sur des filières très diversifiées. On a toutes les productions en fait qui sont représentées chez nous. On n'est pas une grande région céréalière, mais on a des céréales. On n'est pas une grande région d'élevage, mais on a de l'élevage, etc. Et puis aussi des exploitations qui ne sont pas forcément, en moyenne, on va dire, peut-être moins spécialisées aussi que dans d'autres régions. Et ce qui, historiquement aussi, des exploitations qui ont beaucoup vendu sur des circuits de proximité. Et c'est vrai que la bio, c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est développé au cours des décennies précédentes, beaucoup sur parce que ce n'était pas structuré, en fait. Donc ça a été beaucoup au démarrage sur des ventes directes ou sur des marchés de proximité en circuit court, etc. Donc ça bouge énormément, mais ça explique le fait qu'on ait peut-être démarré plus vite que d'autres, tous ces facteurs conjugués en fait. Voilà, mais c'est vrai que ça bouge énormément, quoi, hein. Donc aujourd'hui, même en région PACA, on voit par exemple en production de fruits, il y a
un boom de conversion important là, sur les 2 dernières années. Et ce n'est pas des petites exploitations, c'est des grosses exploitations qui sont déjà sur des circuits de distribution, sur des circuits longs, sur des stations qui ont même internalisé des fermes qui ont internalisé des stations de conditionnement, etc. pour travailler avec la GMS. Donc c'est très nouveau chez nous et ça traduit une tendance générale en fait, du développement de la bio actuellement à l'échelle nationale. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la bio, tout à chacun est en mesure de constater que sur les rayons de supermarché, on trouve de plus en plus effectivement de produits biologiques, en tête de gondole parfois. Est-ce que ça crée aussi une tension peut-être parce que la ressource n'est pas infinie, donc quand la grande distribution vient sourcer notre agriculture biologique, comment ça se passe pour les autres réseaux qui étaient effectivement en circuit court, où je pense aux magasins bio indépendants de Biomonde, du réseau Biomonde par exemple. Comment on trouve un équilibre dans tout ça? L'équilibre, il n'est pas encore trouvé parce que c'est vraiment des choses qui bougent, je dirais, du jour au lendemain. Enfin, ça va très très vite. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, on voit beaucoup d'acteurs, de transformateurs, de grandes entreprises de transformation qui s'intéressent, qui veulent développer des gammes en bio, des chaînes de grande distribution qui cherchent des produits. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une pression sur les prix. Il y a une telle demande en fait que les producteurs arrivent à s'en tirer encore très bien. Mais ça montre quand même qu'il y a ce besoin de réflexion et l'observatoire, enfin ce qu'on sort à travers les chiffres d'observatoire peut y aider pour anticiper justement tous ces phénomènes qui se produisent et se préparer pour que le producteur bio ou les producteurs bio puissent s'organiser ou en tout cas avoir des démarches un petit peu proactives pour pas être demain les perdants en fait dans ce jeu qui pourrait très facilement reproduire le schéma conventionnel. Et c'est en tout cas au niveau du réseau bio vraiment quelque chose qu'on veut éviter et on travaille avec l'ensemble de la profession pour essayer de construire des filières qui soient réfléchies, qui associent bien sur des partenariats vraiment durables et équitables en fait entre l'amont et l'aval pour que le producteur bio s'en tire le mieux possible demain. Monsieur Gull, c'est ce que vous constatez à l'agence bio également. Enfin, est-ce que ce sont des indicateurs qui sont sous surveillance rapprochée en ce moment? Oui, c'est important. On sait que, comme vous le disiez, que la grande distribution met en avant le bio. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle en fait beaucoup plus qu'avant, mais comme vous le disiez, on rentre dans les magasins, voire même depuis la rue, maintenant on voit le rayon bio, alors qu'avant il était plutôt au fond du magasin pour les initiés. Certains grands groupes de grande distribution en ont fait leur cheval de bataille depuis plusieurs mois de communication. Donc tout cela amène les personnes qui nous regardent, les consommateurs, à se dire finalement, est-ce qu'il y a encore une offre autre? La force de la France aujourd'hui, et c'est très vrai dans la région, c'est d'avoir finalement 4 réseaux de distribution, 4 grands systèmes de distribution, la grande distribution, les magasins bio, la vente directe et la restauration, comme on dit, hors domicile, les cantines, la restauration collective. Donc c'est important de continuer à ce que ces 4 réseaux se développent, j'allais dire au même rythme, ou en tout cas puissent s'alimenter les uns les autres, parce que le consommateur, lui, il passe entre les 4. Il y a des jours où il achète en grande distribution et des jours où il va dans un magasin bio, etc. etc. Donc ses enfants mangent à l'école. C'est ça, exactement, ses enfants mangent à l'école. Donc il faut qu'il y ait du bio partout. Et donc l'observatoire, il faudra probablement, c'est pas son intention tout de suite, mais je pense que ça viendra vite, qui s'ouvre aussi au grand public, par exemple, pour pouvoir donner la liste des adresses où on va trouver des produits bio. Via nous, les notifications, on a un annuaire qui est ouvert au grand public. Même sur votre téléphone portable, vous pouvez utiliser une application qu'on a développée qui s'appelle la Bio en poche et vous trouvez autour de chez vous tous les endroits où il y a des produits bio. Et ça peut être la vente directe à la ferme si la personne a déclaré faire de la vente de produits bio. Ça, c'est important. Ça va de plus en plus se développer de façon à ce que le consommateur, éventuellement, qui a découvert que la bio existait en allant dans son supermarché, en achetant d'autres produits en même temps, eh ben, s'il a envie de découvrir d'autres réseaux de distribution, il y a accès. Il puisse le faire. Audrey Lesturgeon, donc pour l'Afria, je vais peut-être dire 2 mots. C'est la Fédération régionale des industries agroalimentaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc vous êtes effectivement plutôt sur l'aval. Excusez-moi. Quel constat vous faites? Est-ce que là aussi le bio ou la bio? Alors vous êtes plutôt là ou le? Allez là, on va dire là. La bio gagne du terrain? Oui, tout à fait. On parle de croissance à 2 chiffres. Ça se retrouve également sur les chiffres de l'aval de la filière, avec une croissance exponentielle d'année en année. Et ça
continuera encore, du moins l'année prochaine. Parce que personnellement, je suis au contact des entreprises quotidiennement et j'ai régulièrement des demandes des entreprises pour justement se faire certifier pour avoir des gammes bio. Alors c'est souvent soit des transformateurs qui sont historiquement conventionnels et qui veulent se lancer dans le bio puisqu'ils voient que ce n'est plus un marché de niche, ou soit des créateurs qui se lancent complètement en 100% bio. Donc voilà, on a ces deux types de profils qui émergent et qui poussent, enfin qui tirent, on va dire, aussi la production agricole en bio également. Et il faut aussi regarder ces chiffres sur l'aval de la filière pour voir ce qu'on peut faire sur l'amont pour répondre à cette demande. Donc cet observatoire, ce sont vos chiffres, ce qu'on va pouvoir observer auprès des transformateurs effectivement du territoire, c'est quelle dynamique, etc. Celle des producteurs, Bio de Provence, vous centralisez tout ça, si j'ai bien compris. Oui, actuellement, effectivement, dans notre fonctionnement donc, de cet observatoire multi-acteurs, c'est un peu nous qui sommes la cheville ouvrière pour produire ces supports-là, mais on ne produit pas de données, c'est vraiment les données de l'agence bio qu'on traite. Que vous centralisez. Voilà, on extrait, on va dire, les données qui concernent la région PACA des données de l'agence bio et qu'on croise aussi avec des données qui viennent de la DRAF à travers le service statistique de la DRAF, puisqu'il faut aussi qu'on compare la bio à l'agriculture dans son ensemble, des pourcentages par exemple de SAU, des choses comme ça. Donc on a besoin vraiment de ces données. Et nous, on traite et on triture un petit peu ces chiffres-là pour en sortir des choses un petit peu synthétiques et qu'il faut ressortir des éléments, disons, un petit peu saillant de ce qui se passe à l'échelle des départements, enfin à l'échelle régionale d'une part bien sûr, mais également au niveau de chaque département et de chacune des filières de production pour voir un petit peu les dynamiques en cours, enfin la situation et les dynamiques en cours et pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe et anticiper ce qui va se passer demain. D'accord. Olivier Nalès, comment cette information, elle est précieuse évidemment, comment elle va être utilisée auprès des exploitants agricoles? C'est vrai que la Chambre régionale d'agriculture, d'abord, l'intérêt du travail que l'on fait aujourd'hui, État, région, parce que, bon, on n'a pas encore cité, mais le Conseil régional finance une partie de cet observatoire, et finance et accompagne l'agriculture biologique, comme souvent dans les régions, mais je voulais quand même ne pas oublier que la région Sud est partenaire. Dire que donc, notre rôle en tant qu'acteur de terrain, et c'est vrai que dans l'action pour le développement sur la production, puisque la Chambre régionale d'agriculture, son rôle, c'est d'accompagner les agriculteurs à la fois dans leur réflexion à la conversion. Donc, pour avoir une réflexion à la conversion, les chiffres que nous fournissent l'Observatoire sont fondamentaux parce qu'ils nous permettent de dire, attention, sur tel secteur, on va peut-être arriver à saturation, ou sur tel autre, il y a un manque, ou quels sont les retours. Donc l'observatoire, il ne faut jamais oublier qu'on ne fait pas un observatoire pour se faire plaisir, on ne fait pas un observatoire pour dire tiens, on a des chiffres. Oui. Il faut que ces chiffres ils servent à quelque chose. Et c'est vrai qu'il a été choisi un leader au sens au sens gestionnaire du terme, qui est Bio de Provence. La Chambre vient en appui et l'utilisation se fait dans nos deux réseaux, puisque les deux réseaux, Chambre et Bio de Provence, accompagnent des agriculteurs à la fois dans leur conversion et à la fois dans leur fonctionnement au quotidien, parce que ce n'est pas parce que vous êtes converti que tout se passe bien. Il faut justement que l'on soit à côté des agriculteurs, quelle que soit la filière, pour connaître leurs problèmes quotidiens, les impasses qui peuvent apparaître. Enfin bon, je ne vais pas raconter tout ce que l'on vit ou que nos conseillers des deux réseaux vivent. Et je dirais que surtout ce qui est important pour nous dans cet observatoire, c'est que c'est l'outil qui nous permet derrière de dire attention, là il y a un problème, là il y a un manque. C'est la collation nationale aussi des observatoires qui va à un moment donné aussi nous permettre d'avoir des tendances lourdes sur l'évolution de l'agriculture biologique. Alors, si on devait un peu résumer, quelles sont aujourd'hui cette anticipation, alors même si vous n'avez pas encore analysé tous ces chiffres, etc., mais je suis sûre que vous savez, vous pouvez faire un peu de prospective, quels sont les grands enjeux de l'agriculture biologique du côté des producteurs? Bon, on sait qu'on a des impasses techniques aujourd'hui auxquelles il faut faire face, mais aussi du côté des transformateurs du territoire, et puis pour les consommateurs, quelles conséquences? Alors Olivier, juste un mot sur
les enjeux pour nos agriculteurs Je crois que et défis à relever. le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans ta question sans rentrer dans les filières. C'est-à-dire que chaque filière va être à un point de situation. Alors, je vais prendre mes deux filières qui sont la viticulture et l'oléiculture. Deux filières importantes du territoire. D'abord, c'est les filières qui ont été pionnières dans le bio. Oui. C'est peut-être des filières où c'est un peu moins difficile que, par exemple, dans les fruits et légumes de se convertir en bio. Il faut aussi le dire, hein, pas qu'on est meilleur que les autres. Bon, dans nos filières, on est en train de gérer. Alors, j'ai deux cas bien particuliers. C'est que l'oléiculture, le consommateur ne conçoit pas qu'une huile au prix où on la vend ne soit pas bio. Donc, ce n'est pas la question de savoir si le bio apporte une plus-value. C'est un prérequis. Vous me vendez mon huile à 25 € le litre ou à 30 € le litre. Au moins, elle est bio. Bon. Alors que dans le viti, on n'est pas sur cette approche-là. On est sur une consommation voulue, responsable, etc. Et c'est vrai que ce sont deux secteurs où on est en train de gérer, j'allais dire, la maturité. C'est-à-dire qu'on est fortement monté. Le viti sur la région, enfin, on va dire au niveau sud de France, hein, c'est-à-dire j'englobe un peu le Languedoc-Roussillon, on est autour des 20% de production en agriculture biologique. Hein, donc c'est énorme. Hein, à l'échelle des autres productions, c'est énorme. Et donc maintenant, il faut qu'on stabilise l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle gérer un marché mature qui commence à avoir un certain nombre d'années. Après, sur d'autres filières, je ne sais pas si... moi, je connais moins. Peut-être que Christophe, tu as des éléments à donner par rapport à la non, région. mais c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas. On voit, bon, il y a eu des choses qui se sont passées, par exemple, sur l'élevage bovin, qui s'est pas beaucoup développé sur les dernières années. Enfin, ouais, dernier, notamment, particulièrement en 2017, sur le lait dans les Hautes-Alpes, qui a fait une progression importante. Je crois que c'est 44% de mémoire de progression, parce qu'il y a eu l'arrivée d'un acteur économique qui a fait de la collecte, etc. Donc il y a des choses aussi qui... C'est intéressant aussi de comprendre pourquoi les choses se passent. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut être des seuils déclenchants. Sur la viti, je rebondis un petit peu sur ce que disait Olivier. C'est vrai qu'on voit aussi des choses différentes d'un vignoble à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une vague de conversion très importante sur le secteur de la vallée du Rhône, en fait, on va dire, il y a quelques années, qui s'est tassé beaucoup. Là, c'est plus sur le Var, en fait, disons, les côtes de Provence, de façon générale, mais c'est un peu restrictif de dire ça, mais les vins de Provence, on va dire, qui bougent aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que pour autant ça s'est complètement arrêté sur le secteur de la vallée du Rhône, mais et la bio c'est souvent comme ça, il y a un peu des paliers en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une explication, voilà, c'était en l'occurrence une situation économique de la filière conventionnelle qui a fait que c'était vu comme une porte un petit peu de salut. Et puis, bon, à un moment, il faut que ça trouve son équilibre. Donc, il y a un petit palier. Et puis, après, ça repart. Donc, c'est pas parce qu'à un moment, ça se tasse que ça ne veut pas continuer à se développer. Donc, ça aussi, c'est intéressant de l'analyser, de le suivre. Voilà, il y a aussi des choses qui bougent sur les plantes aromatiques, en fait. Effectivement, d'avoir un observatoire pour vraiment être en vigie sur oui, tout à fait, toutes ces données qui sont en perpétuel mouvement. Ah oui, clairement. D'une année à l'autre, il y a des choses qui bougent significativement. Ça, c'est sûr. Oui, Monsieur Delorens. Oui, il y a quand même une évolution qui est en train de se passer, qui est importante. Les dernières études de consommation montrent que les consommateurs de 2018 sont prêts à faire des efforts en matière de prix qu'ils n'étaient pas prêts à faire il y a 5 ans pour payer des qualités environnementales. Donc, et ça, bien évidemment, ça va avoir un effet sur l'attrait des produits bio vis-à-vis des consommateurs et compenser un peu l'écart de prix qu'il y aura entre ces produits et des produits dits traditionnels. Mais c'est pas l'acteur manquant, justement, le consommateur dans cet observatoire. Mais si vous permettez, je vous en prie, si vous me permettez, ça ouvre aussi la porte à des modes de production qui jusqu'à maintenant n'arrivaient pas à trouver leur chemin sur le marché, qui étaient des modes de production qui, sans être bio, étaient des modes de production qui faisaient des efforts importants en matière environnementale. Maintenant, on va dire que c'est les fameux HVE, haute valeur environnementale. Et là, ces produits-là qui avaient du mal à trouver leur marché sont vraisemblablement en train de les trouver. Pour autant, il va y avoir de la place pour les uns et pour les autres. Oui. Et quand on voit les chiffres aujourd'hui de progression du bio, je pense que ça augure quand même une progression du marché et un attrait supplémentaire pour ces produits dans les 5 ou 10 ans à venir, quoi qu'il arrive. Sans compter, dernier sujet,
la loi Egalim, dont on n'a pas parlé, qui va avoir un effet assez considérable sur la restauration collective. Ouais. Alors, 2 questions. Le citoyen, le consommateur, il est où dans l'observatoire? C'est celui qu'on observe, mais est-ce qu'il participe? Et puis, peut-être revenir sur ce que vient de dire M. Delorens, juste pour rebondir sur la loi. Alors, en partant d'abord de votre question, le consommateur est où? D'abord, où il en est, le consommateur? Au niveau national, notre dernier baromètre dit 75% à peu près des Français consomment régulièrement des produits bio dès aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Et ils sont 82% consommateurs ou pas, du coup, de produits régulièrement, qui nous disent on a confiance dans les produits bio. Ça, c'est le premier élément. Mais d'autre part, on a un élément qui pourrait être un peu contradictoire, c'est qu'un certain nombre d'entre eux émettent des réserves en disant si ça se développe, est-ce que c'est toujours aussi bien? Est-ce qu'on est capable de faire de la quantité en continuant à faire de la qualité? Un petit côté, le petit c'est bien, la bio ça doit être petit. Si c'est plus grand, on n'est pas sûr. C'est pas une attaque, mais... dans les dîners mondains de la région, on parle du bio industriel face à une bio artisanale ou une bio d'agriculteurs. Alors, du coup, ça se traduit toujours dans le même baromètre que l'on fait par 50% des Français qui nous disent mais on veut en savoir plus. Donc au début, on se disait c'est bizarre, ils ont confiance et ils veulent en savoir plus. Oui. C'est pas du tout contradictoire finalement. Là où on a envie d'avoir de l'information, c'est sur quelque chose qui nous intéresse. Comme disait Patrice Delorens, c'est des choses qui vont progresser. Donc oui, il faut leur donner de l'information et c'est le rôle aussi de cet observatoire parce que même si les consommateurs ne sont pas directement associés parce que c'est un observatoire de production de données et de mise en forme, mais ça va permettre justement de sortir des chiffres directement dans les médias, dans des publications des différents partenaires qui sont autour de la table, y compris du Conseil régional dont on parlait tout à l'heure. Et il faut faire cette carte-là, y compris, on va en reparler tout à l'heure avec Laval, d'ouvrir les portes des exploitations agricoles et des transformateurs pour dire si venez voir, vous allez voir qu'on peut faire des volumes tout en faisant toujours de la qualité, voire même dans certains cas une meilleure qualité encore parce que plus on a d'expérience, plus on a de compétences, plus on a de réseaux et c'est la force de la région puisqu'encore une fois en dépassant les 20-25% de surface agricole utile cultivée en bio, on a un professionnalisme qui a monté encore en charge par rapport au début et qui fait qu'on peut faire oui plus en faisant encore mieux. Et ça, comme encore une fois, c'est pas intuitif au départ, c'est parce que pense le consommateur en premier réflexe, il faut qu'on lui démontre. On est là pour le démontrer. Prenons notre courage à 2 mains. C'est très intéressant, c'est de la pédagogie, c'est du relationnel. Il faut le faire. Ouvrons nos portes et montrons que oui, on peut faire beaucoup plus en faisant beaucoup mieux. C'est ce que vous allez faire, Audrey, au niveau de la FRIA. Comment l'industrie agroalimentaire se prépare? Est-ce que les transformateurs ont posé la question à Olivier sur les enjeux? Qu'est-ce qui va se passer là dans les 10 années à venir, les 5 années à venir? Comment les transformateurs, eux, appréhendent le futur? Et est-ce que ce besoin de communication, ils sont prêts à ça? Alors clairement, il y a un besoin de transparence qui remonte régulièrement des consommateurs. Pas seulement que dans le bio, mais sur toute la filière, également conventionnelle, et peut-être même d'autant plus en conventionnel. Donc il y a clairement cet enjeu d'ouvrir les portes, de communiquer beaucoup plus. Donc il y aura cet enjeu. Et il y a un autre enjeu aussi pour les transformateurs, c'est bien sûr le lien avec l'amont agricole. Trouver les bons approvisionnements, contractualiser, structurer les filières pour garantir ces approvisionnements et pour garantir aussi une bonne rémunération des producteurs et un engagement sur du long terme. Et ça, clairement, c'est un enjeu qu'il faudra développer dans les prochaines années pour structurer la filière bio, parce que clairement, le marché du frais tire beaucoup et les transformateurs ont aussi besoin de produits pour eux transformer et développer et répondre à la demande du consommateur sur les produits bio. Très bien. Est-ce que... Oui, Christophe, je voulais bien compléter un petit peu l'échange sur le fait que la bio se développe rapidement et ça devient un marché, je dirais, mature aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est un marché qui va se segmenter. Il va y avoir des choses qui, aujourd'hui, il y a la bio. Demain, il y aura peut-être différentes bio, etc. Il y aura certainement des initiatives de producteurs ou d'opérateurs privés qui vont faire des démarches de différenciation pour se démarquer, etc. Et ça, je pense que c'est inévitable. Ce sera toujours de la bio, mais il y aura peut-être des bio qui iront un petit peu plus loin sur des engagements environnementaux plus poussés, des engagements sociétaux, sur du bien-être animal qui ne sont pas dans le cahier des charges bio. Mais comment on va réussir à avoir un discours clair auprès du consommateur si on arrive avec des offres bio différentes?
Non. Alors là, j'arrête tout de suite. C'est Voilà, la ça y est. question. Il y a un seul et unique bio en Europe. Alors tant que les Anglais sont là-dedans, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul règlement. On s'est battu et on s'est encore rebattu sur le règlement qui vient de sortir au niveau européen pour qu'on garde cette unicité de la notion de bio. À côté, en France, nous avons développé une certification environnementale qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec Qui l'agriculture est biologique. nettement moins exigeante. C'est même quand pas ça, même. c'est des exigences différentes. Je vais pas juger si la haute valeur environnementale niveau 3 est plus ou moins exigeante. Elle a d'autres objectifs que le bio. Le bio, c'est des notions d'intrants, c'est des notions de production, c'est des notions de bien-être animal, c'est des choses comme ça. Le HVE va aller mesurer si on a une aire de lavage avec la récupération ou des choses comme ça. Donc, d'ailleurs, un de mes objectifs dans le cadre de mon comité national, c'est de mettre en place un pont facile parce qu'un bio n'est pas un HVE. Oui. Il faut qu'il réponde à 2 ou 3 critères supplémentaires. Donc, je cherche à ce qu'il y ait un pont simple pour qu'un bio puisse accéder au HVE sans refaire une certification. Mais tout ça pour répondre à votre question. Non, ce n'est pas un mélange des genres. Le HVE, c'est une garantie d'une réponse de certaines procédures environnementales. Et c'est très très loin de la réponse qu'apporte l'agriculture biologique à la demande sociétale, où là, on est vraiment sur un certain nombre d'éléments fondamentaux, notamment bien sûr les intrants, qui sont une des obsessions de nos consommateurs. Oui, on l'a vu juste avant. Monsieur Gull, oui. Non, ce qui est aussi important en complément de cet échange sur les différents niveaux et par rapport à l'attente de consommateurs, c'est évidemment de continuer, comme ça a été fait depuis des années dans ce cadre de ce règlement européen, d'éviter évidemment les trop-prix de consommateurs. C'est-à-dire que évidemment, ça va être tentant pour des gens qui, y compris, sont très éloignés du modèle bio, de dire nous aussi on fait de l'environnement, nous aussi on fait de la réduction d'intrants, etc. Je crois que les consommateurs ne s'y trompent pas, ils disent régulièrement mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'à ce niveau-là? Alors si c'est de dire on est en transition et il va falloir du temps, ça je crois que c'est entendable. En tout cas, une partie des consommateurs l'entendent bien et je pense qu'il faut faire de la pédagogie pour dire on passe pas comme ça de bio du jour au lendemain. Par contre, il y a une vraie exigence de dire ne faites pas du greenwashing en clair. Ne nous dites pas que vous êtes bio alors que vous l'êtes pas. On veut le logo à la fin, on veut la certification. Et puis oui, effectivement, les consommateurs les premiers dans la réglementation européenne, Olivier Nahès le rappelait, qui vient d'être négociée, ont poussé aussi pour qu'on soit dans une bio qui continue à monter en exigence. Pourquoi est-ce qu'on peut monter en exigence? Je parlais tout à l'heure des compétences. Il y a de plus en plus d'acteurs en bio, donc on est de plus en plus compétents. Et la question de la baisse des dérogations, puisqu'historiquement la bio étant petite, on était obligé dans certaines filières d'avoir un peu de tolérance, de ne pas avoir tous les produits en bio, etc. Ça, c'est en train de disparaître petit à petit. L'INAO fait un gros travail là-dessus, sur le fait de dire faisons disparaître dès qu'on peut ces tolérances-là. Par exemple, dans la bière, encore aujourd'hui, le houblon peut ponctuellement ne pas être en bio parce qu'on n'en a pas assez en bio. Donc on va dire en développons la production de façon à ce que tous les besoins au fur et à mesure de ces dérogations un petit peu historiques disparaissent au fur et à mesure de façon à ce que là aussi le niveau monte tout seul parce qu'il y aura plus on en aura, plus on sera exigeant. Très bien. Bon, alors l'agence bio, on compte sur vous. Ce nouvel observatoire régional va nous donner donc un certain nombre d'informations. Les prochains rendez-vous. Alors, on trouve toutes les informations sur le site de bioprovence.org. La Chambre, vous diffusez auprès des agriculteurs également. Vous publiez ces chiffres à quelle fréquence? Tous les ans? On a une étude Alors, là, c'est des fiches qui sont un état en fait de la situation en fin d'année, en fin de chaque année en fait. Donc c'est des publications annuelles. Après, il peut y avoir des études ponctuelles sur des sujets plus spécifiques qui peuvent être faits, qui pourront se rajouter au fil de l'eau. Mais ça, c'est des supports. Enfin, ceux qu'on présente là aujourd'hui, c'est des supports annuels, quoi. Très bien, donc on va avoir des rendez-vous peut-être un peu plus réguliers avec ce nouvel observatoire, avec également des données qui vont concerner l'aval avec les transformateurs, des données de plus en plus précises qui vont nous permettre d'avancer tous ensemble vers une agriculture de plus en plus biologique. Merci à vous, à bientôt. Merci.